Rebonjour à toutes et tous. Deuxième rendez-vous en direct sur C17 Info, toujours dans les jardins de la Maison Saint-Nicolas. Nous recevons maintenant donc Olivier Falorni. Olivier Falorni, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous continuons les interviews des 3 candidats au second tour de l'élection municipale de La Rochelle. Olivier Falorni, première question. On sort d'une crise évidemment sans précédent. Une des choses qui est beaucoup revenu dans cette période, notamment de confinement, c'est le souhait de beaucoup de Rochelais, de Rochelaises et bien au-delà de Françaises et de Français de changer de mode de consommation. On a vu un vrai engouement pour la consommation locale, notamment au niveau alimentation. Est-ce que quand on est maire de La Rochelle, on peut agir? C'est un levier qu'on peut actionner. Et vous, demain, dimanche soir, élu maire de La Rochelle, qu'est-ce que vous ferez sur ce point-là? Alors effectivement, cette crise sanitaire sans précédent ouvre malheureusement des perspectives de crise économique, sociale et environnementale. Donc il va falloir répondre à ces urgences, mais il y a aussi, entre guillemets, à profiter d'opportunités qui se présentent à l'occasion de cette crise, qui peut être aussi une métamorphose de nos modes de consommation. Et effectivement, une collectivité locale comme une mairie, et comme la mairie de La Rochelle, peut contribuer. La mairie de La Rochelle... toute seule ne pourra pas révolutionner les modes de consommation des habitants. Elle doit peut-être être un peu moteur dans un certain nombre de logiques. Je pense notamment aux cantines scolaires, évidemment. C'est pour ça que dans notre programme, et cela fait un moment, la campagne s'étant étendue sur une période là aussi inattendue, nous avions inscrit dans notre projet une régie maraîchère, justement pour pouvoir alimenter nos restaurants scolaires en produits bio et donc valoriser les circuits courts. On a besoin, plus que jamais, d'une agriculture de proximité, une agriculture périurbaine et qui permet, en premier lieu, de pouvoir alimenter nos enfants. Et je crois qu'il y a aussi, effectivement, à travers cette crise, l'émergence d'une prise de conscience qu'il faut toujours privilégier le local. Alors le local qui n'est pas forcément toujours le plus qualitatif, donc le local ne suffit pas, mais privilégier le local et le qualitatif, je crois que c'est une donnée qui devra émerger de cette crise, parce qu'on a bien vu que quand on sous-traite, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine sanitaire, on en paye parfois le prix. Et en matière d'alimentation, eh bien, quand on va chercher notre alimentation, souvent par le biais d'une industrie agroalimentaire dont on peut effectivement s'interroger sur la qualité. Je fais partie de ceux qui, par exemple, ont voté contre le CETA, parce que j'estime que c'est justement remettre en cause l'aspect sanitaire important de notre alimentation. Eh bien, une collectivité, aussi petite soit-elle, et La Rochelle est une grande collectivité, doit impulser cette volonté, mais qui ne sera évidemment réussie que si les citoyens y adhèrent. Alors, pour rester sur ce sujet, on évoquait effectivement l'économie et tout ce qui est en train de se passer après cette crise du Covid. La Rochelle est connue pour être une ville innovante, toujours pionnière en termes de créativité, d'innovation. Et on a ce nouveau thème, ou en tous les cas ce sujet qui est devenu très présent, qui est la fameuse conversion écologique de l'économie. Là encore, pour les personnes qui nous regardent, vous, demain, maire de La Rochelle, ça veut dire quoi quand on est maire de La Rochelle, rentrer dans cette conversion écologique de l'économie, au-delà même de l'alimentation qu'on vient d'évoquer? C'est engager une forme de renouveau économique, justement, en se saisissant des opportunités d'une réorientation de nos priorités économiques. Je pense notamment à la question de l'habitat durable. Il y a un enjeu qui est à la fois environnemental, social et économique. C'est la rénovation thermique des logements et de nos bâtiments publics, puisque la mairie a vocation à montrer l'exemple, mais plus globalement, la rénovation énergétique de nos bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, est une priorité. D'abord, j'allais dire sur le plan environnemental évidemment, dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre, c'est un enjeu important. C'est une part importante de la production d'effets de gaz à effet de serre.
Sur le plan social, évidemment, parce que souvent ce sont les plus précaires, les plus vulnérables qui habitent dans des passoires thermiques et qui souvent payent cher pour se chauffer. Et puis évidemment sur le plan économique, parce que je pense que c'est, et j'en suis même convaincu, que c'est une voie d'avenir et que tout un secteur économique, toute une filière économique autour de la rénovation thermique peut être engagée ici à La Rochelle avec un certain nombre d'acteurs qui existent déjà, dont notamment le parc Atlantique. Alors, on parlait de La Rochelle innovante, La Rochelle pionnière. La Rochelle est un lieu associatif et culturel très riche. Les associations et le monde de la culture rochelais ont évidemment été beaucoup touchés par la crise du Covid. Beaucoup de Rochelais et de Rochelaises qui sont investis dans des associations dans le monde de la culture s'interrogent sur demain. On sait que les budgets des collectivités vont être contraints face à la crise qu'on vient d'évoquer. Quels engagements vous pouvez prendre si vous êtes élu dimanche soir maire de La Rochelle par rapport justement aux associations qui vont connaître des difficultés et au monde de la culture qui connaît et qui malheureusement risque encore de connaître des difficultés pendant quelques temps? Alors il y a d'abord des choses où le maire n'a pas toutes les cartes en main, c'est-à-dire de savoir quand pour reprendre, j'allais dire, les festivals, les grandes manifestations culturelles de façon traditionnelle. Ça ne relève pas d'une décision municipale et j'espère que nous pourrons retrouver tout ce qui fait le sel de notre vie culturelle et le plus rapidement possible. Après, évidemment, et en tant que député, je me suis notamment beaucoup battu pour que les intermittents du spectacle ne soient pas frappés de façon très violente par cette crise, puisque par la force des choses, aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler. Donc on s'est battu pour que cette année soit une année blanche en termes de droit au chômage. Mais plus largement, je crois qu'il faut d'abord réaffirmer notre volonté de soutenir toutes les associations culturelles locales, les compagnies, tous ceux qui participent à la vie culturelle. Nous ne les laisserons pas tomber. Nous serons là, à leur côté, pour faire en sorte qu'ils puissent reprendre dans de bonnes conditions et qu'ils puissent continuer à faire vivre La Rochelle, parce qu'effectivement, la culture est partie intégrante, j'allais dire, de notre patrimoine et, j'allais dire, de nos modes de vie. Donc les associations peuvent être assurées, il n'y aura pas de baisse d'aide aux associations. S'il y a bien effectivement un engagement que je peux prendre vis-à-vis des associations culturelles, c'est que nous serons à leur côté parce qu'elles ont beaucoup souffert, qu'elles risquent de souffrir encore. Et donc c'est le rôle d'une collectivité locale que de leur apporter une aide, d'autant plus dans une situation de précarité pour elles. Alors, autre sujet que nous évoquons ce soir avec les 3 candidats à la mairie de La Rochelle, c'est le logement. Et cette équation aujourd'hui qui peut paraître compliquée, c'est comment à la fois en tant que maire, on a envie de faire revenir du monde à La Rochelle, faire venir s'installer des familles avec des enfants, sans pour autant bétonner la ville. C'est l'équation qui paraît compliquée aujourd'hui. Vous, demain, quelle est votre vision des choses? Comment on fait revenir du monde, on loge du monde à La Rochelle sans bétonner? Alors c'est un enjeu majeur parce que loger les gens, c'est une chose, mais les loger dans de bonnes conditions, c'en est une autre. D'abord, avant tout, c'est de loger dans de bonnes conditions ceux qui vivent à La Rochelle. Et donc moi j'insiste sur la nécessité notamment d'améliorer notre parc public de logements sociaux. Il y a eu des avancées, il y a eu des rénovations engagées, mais il y a encore aujourd'hui malheureusement trop d'immeubles où les gens vivent dans des conditions qui ne sont pas optimales, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc déjà, faire en sorte que les gens vivent bien dans les logements qu'ils occupent. Et puis ensuite, effectivement, l'enjeu, c'est de faire venir les familles à La Rochelle. Donc ça suppose des outils et une volonté politique. Les outils, c'est d'abord lutter contre la spéculation foncière. On voit bien que notre ville
est une ville qui attire des appétits. Et si effectivement on veut faire venir des familles, si on sort des logements où le prix du mètre carré est prohibitif, eh bien on aura l'inverse de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire des logements qui seront soit des résidences secondaires, soit qui seront destinés à du Airbnb en permanence, soit aussi effectivement à des gens qui ne seront pas des Rochelais, j'allais dire, à plein temps. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons une vie pérenne avec des familles qui fassent fonctionner nos écoles, nos commerces. Donc ça suppose effectivement un office foncier solidaire pour lutter contre la spéculation foncière. Ça suppose, et c'est en lien avec le programme de rénovation thermique de nos logements, une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, notamment en centre-ville, parce qu'il y a besoin de reconquérir des logements vacants. C'est œuvrer aussi pour faire en sorte que nous ayons des logements plus grands, parce que la typologie des logements qui sortent, évidemment, influe le type de, j'allais dire, de clients, entre guillemets, de locataires ou de propriétaires qui viennent à La Rochelle. Et puis, on a un besoin de logements sociaux dans cette ville. On est au-dessus des règles de la loi SRU, et tant mieux. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des logements abordables qui puissent sortir. Et évidemment, dans le respect de l'identité architecturale des quartiers. Et je crois qu'il y a une dimension importante que doit intégrer les décisions urbanistiques, c'est qu'on ne construit pas de la même façon à Tadon, à Mireuil, à Villeneuve ou à Borgard. Donc il y a une dimension importante à prendre en compte, c'est la qualité du logement et la qualité d'intégration du logement. Sinon, si vous construisez des logements qui sont trop petits ou qui sont trop densifiés, eh bien vous aurez un turnover, vous aurez uniquement du locatif à court terme et vous n'aurez pas l'installation de familles, j'allais dire, sur le long terme. Alors, qui dit installation de famille, dit enfant. Oui. Ça m'amène à la nouvelle question, les écoles. Les écoles, on a vu là aussi avec la crise que c'était un enjeu fort en termes éducatifs, bien sûr, mais aussi les lieux, les locaux dans lesquels on accueille les enfants, c'est quelque chose d'extrêmement important et les réglementations sanitaires l'ont fait ressortir. Quelle est votre vision pour le prochain mandat, si vous êtes élu maire, de ce que doivent devenir ou de comment doivent évoluer les écoles rochelaises ? Alors là aussi, l'éducation des enfants est une compétence, j'allais dire, partagée. C'est à l'éducation nationale, évidemment, de faire en sorte que l'instruction de nos élèves, que les connaissances soient transmises, mais c'est à la commune de permettre, dans le primaire, de faire en sorte que nos enfants puissent travailler dans de bonnes conditions, dans des infrastructures adaptées, et ça n'est pas le moindre des enjeux. Parce qu'on sait très bien que le cadre dans lequel on travaille est extrêmement important. On a pu le constater, hélas, au moment du confinement, puisque ce confinement, même si l'enseignement a été maintenu, même si le lien a été maintenu globalement avec beaucoup d'élèves, il y a eu néanmoins des élèves qui sont un peu sortis des radars, notamment les élèves les plus en difficulté. Et on voit bien que c'est à l'école que l'on apprend, que l'on crée du lien social, qu'on apprend la sociabilité et que l'on retrouve une éducation égalitaire, c'est-à-dire où chacun est face à un maître. Et le confinement a fait en sorte que ceux qui avaient la chance d'avoir des parents qui pouvaient les aider ou qui avaient la chance d'avoir un ordinateur ou qui n'étaient pas obligés de partager la chambre avec un frère ou une sœur, les empêchant de travailler, ont été en difficulté. Donc demain, l'enjeu c'est d'abord de continuer le programme de rénovation des écoles. Certaines écoles aujourd'hui sont dans un très bon état, ont été rénovées. C'est un cycle permanent, hein, vous savez. Il faut être en permanence attentif à tout cela. Faire en sorte aussi que les infrastructures sportives qui sont liées à nos écoles puissent être aussi à la hauteur. Et là, à mon sens, il y a du retard. Et puis, faire en sorte que notre restauration scolaire, et on revient à un point qu'on a déjà évoqué, soit une restauration scolaire de qualité,
issus au maximum de circuits courts, au maximum composés de produits bio, et qui est aussi avec un accès le plus juste possible sur le plan social, parce que ça a coûté très cher aussi aux familles, le confinement. Parce qu'évidemment, les familles ont dû nourrir les enfants à domicile. Et on sait que pour les plus défavorisés, le prix de la cantine reste abordable aujourd'hui. Et demain, il devra l'être encore plus. Et je souhaite même faire en sorte que les classes moyennes soient un peu moins impactées par des prix qui ont été trop lourdement augmentés ces dernières années. Alors évidemment, on a parlé voilà, d'un certain nombre d'éléments dans le programme que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Tout ça, ça a un coût. On a parlé aussi des contraintes budgétaires. Est-ce qu'en sortie de crise du Covid, enfin en tous les cas en début de sortie de crise, peut-on dire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de ne pas augmenter la fiscalité tout en intégrant les contraintes budgétaires et toutes les mesures dont on vient de parler notamment? Oui, c'est un postulat qu'il faut se fixer, pas toujours facile, et puis parce que les ressources d'une collectivité ne dépendent pas uniquement de la collectivité. On est très dépendant de l'État, on a pu voir ces dernières années que l'État s'est désengagé financièrement à une hauteur qu'on n'était pas forcément censé imaginer. Donc il y a toujours cet inconnu des recettes que l'on reçoit à travers la dotation de fonctionnement, mais on doit se fixer un cap en début de mandat, compte tenu aujourd'hui de taux d'imposition qui sont élevés à La Rochelle et qui ne doivent pas augmenter. Donc je m'engage sur le fait que durant le mandat, il n'y aura pas d'augmentation du taux des impôts communaux. Ça doit être un postulat. Ensuite, à nous de savoir effectivement bien gérer, de faire aussi des investissements productifs, parce que alors je ne suis pas de ceux qui jettent l'opprobre sur la section fonctionnement d'un budget. Parce que le fonctionnement, c'est important. Ce sont les agents du service public qui œuvrent au quotidien pour rendre des services aux Rochelais. Mais il y a aussi la section investissement. Et là, notre collectivité, la mairie, mais aussi l'agglomération de La Rochelle, ont des capacités fortes d'investissement. Et je crois que nous avons la possibilité, sans augmenter les taux communaux, je dis bien les taux, puisque les bases ne dépendent pas d'une décision municipale, les taux communaux, en restant stables, nous permettent néanmoins de pouvoir nous projeter dans l'avenir, au-delà de la période qui sera une période, j'allais dire, d'urgence sociale, économique et environnementale. Alors, vous venez d'évoquer la communauté d'agglomération, pardon, et c'est vrai que la ville de La Rochelle et le maire de la ville de La Rochelle a un rôle important au niveau de la communauté d'agglomération. Jusqu'à maintenant, le maire de La Rochelle a toujours été élu président de la communauté d'agglomération. Si dimanche soir, vous êtes élu maire, quel sera le premier dossier, et si vous êtes désigné président de la communauté d'agglomération, quel sera le premier dossier que vous souhaiteriez porter au titre de l'agglomération ? Vous savez, il y a déjà un travail de partenariat à instaurer. Il va y avoir un fort renouvellement dans cette agglomération de La Rochelle, au-delà des résultats de dimanche. Il y a un certain nombre de maires qui ont déjà pris la décision d'arrêter. Les successeurs, pour certains, ont pris la relève dès le premier tour, d'autres le feront au second tour, et puis certains maires sortants seront battus. Donc il y aura vraiment un travail de recomposition et de définition de l'avenir de notre communauté pour les 10 ans qui viennent. En fait, c'est construire le projet d'une décennie pour notre agglomération. Et de faire en sorte qu'on puisse avoir dans cette agglomération qui effectivement est construite autour d'un pôle majeur qui est la commune de La Rochelle, et composée de communes de taille inégale sur le plan démographique, de faire en sorte qu'aucune commune ne se sente délaissée. Pour moi, il n'y aura pas les grandes et les petites communes. Il y a 28 communes, il y en aura peut-être plus demain, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 28 communes qui, aujourd'hui, doivent toutes être partie prenante. Et le premier enjeu pour moi, c'est de faire en sorte que l'on soit à 28. À 28 avec nos différences, parce que le mode de scrutin est celui-là. Il n'y a pas d'élection au suffrage universel direct pour les agglomérations. C'est une somme de 28
conseils municipaux, de 28 maires qui ont leur sensibilité. Mais l'enjeu, c'est au sein d'une communauté d'agglomération de savoir travailler ensemble. Et moi, ce que je trouve enthousiasmant, c'est qu'on va avoir un fort renouvellement. Et je crois que ça correspondra aussi à la volonté d'œuvrer pour une agglomération à l'échelle 2030. Alors, on va revenir un peu à La Rochelle. Le maire qui sera élu dimanche soir sera le maire de toutes les Rochelaises et de tous les Rochelais. Est-ce que vous pensez que le maire de La Rochelle qui sera désigné dimanche soir pourra être un maire rassembleur dans le contexte qu'on connaît, c'est-à-dire premier tour avec une forte abstention en raison de la crise sanitaire, deuxième tour que les sondages, peut-être se trompent-ils, mais nous annoncent avec une participation peut-être plus faible que le premier tour, et le contexte rochelais d'une triangulaire en plus. Comment on peut être un maire rassembleur dans un contexte comme celui-là ? Alors, je lis effectivement des sondages qui indiquent que la participation serait plus faible qu'au premier tour. Alors, j'ai du mal à le comprendre, parce qu'autant j'ai pu comprendre l'abstention massive du premier tour. Bon, il y a une abstention chronique, hein, hélas, qu'il faut combattre, mais qui aujourd'hui bien ancrée, hélas, chez certaines personnes qui ne croient plus en l'action publique. Et c'est notre mission de faire en sorte qu'ils retournent voter. Et puis, il y avait cette abstention liée au Covid, à l'angoisse, avec un Premier ministre qui, la veille au soir, annonce qu'il va fermer les établissements, les restaurants, et dit aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles. Donc tout cela, effectivement, a contribué à faire en sorte que l'abstention soit massive. Aujourd'hui, la situation sanitaire est quand même rassurante. Honnêtement, je pense que les bureaux de vote seront probablement peut-être les lieux les plus sûrs, et peut-être beaucoup plus sûrs que d'aller faire son marché ou d'aller dans un supermarché où la promiscuité est plus importante. Donc moi, je dis aux électeurs, venez voter, parce que vous pourrez le faire dans des conditions sanitaires, de sécurité importantes. Donc cette abstention-là, j'espère qu'elle sera beaucoup moins importante qu'au premier tour. Alors, Olivier Falorni, on va arriver au terme de notre rendez-vous. Je vais vous laisser regarder la caméra et puis une minute pour conclure et vous adresser aux Rochelaises et aux Rochelais qui vous regardent. Alors, chères Rochelaises et chers Rochelais, dimanche, vous aurez à choisir votre nouveau maire et sa nouvelle équipe pour les 6 ans qui viennent. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que La Rochelle a vraiment besoin d'un nouveau souffle. Il faut que notre ville entre dans une nouvelle ère. Pour cela, j'ai composé une équipe compétente, cohérente, indépendante, cohérente par ses valeurs, compétente par ses parcours, indépendante de tous les partis politiques. À titre personnel, j'ai l'énergie d'un homme de 48 ans, j'ai l'enthousiasme de l'enfant de La Rochelle que je suis, et j'ai l'expérience des responsabilités publiques que j'ai eu à assumer. Je suis donc prêt avec mon équipe pour exercer cette belle fonction de maire de La Rochelle. Nous voulons agir pour La Rochelle, mais surtout nous voulons agir avec les Rochelais, avec les Rochelais pour les Rochelais. Ils seront véritablement écoutés. Avec nous, ça changera. Et c'est pour cela que je vous appelle à nous soutenir le 28 juin et d'être au premier rendez-vous du renouveau pour La Rochelle. Merci Olivier Falorni. À très bientôt en direct sur C17 Info.